Bonsoir mesdames et messieurs, chers téléspectateurs d'Africable Télévision, la chaîne du continent, et merci d'être fidèles à notre rendez-vous du vendredi soir pour À votre avis. Ce soir, je reçois monsieur Baba Traoré, chef du département études et recherches en population et développement à l'Institut du Sahel à Bamako, et monsieur Nafé Keita, maître de conférence à l'Université de Bamako, ayant travaillé longtemps sur les questions de rébellion, objet de sa thèse de doctorat. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Avec nos invités, nous discuterons ce soir du rôle du SILS dans la lutte contre la sécheresse au Sahel et nous essaierons ensuite de comprendre les contours du processus de réconciliation qui va bientôt être entrepris au Mali. Pour terminer l'émission, nos invités réagiront à vos appels téléphoniques. Le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel a été créé le 12 septembre 1973 à la suite des grandes sécheresses qui ont sévi dans le Sahel les années précédentes. Il comprenait 9 États membres. L'objectif des concepteurs du SILS était de s'investir dans la recherche de la sécurité alimentaire et la lutte contre les effets de la sécheresse et de la désertification. Où en sommes-nous 40 ans plus tard? Avant d'ouvrir le débat, je vous invite à suivre le micro-trottoir. Je pense qu'il y a un aspect très important, c'est des institutions importantes, mais en fait le problème qui se pose, c'est des institutions qui manquent de ressources. Et qui manquent de ressources, donc il conviendrait de bien les appuyer pour pouvoir faire face, en tout cas, aux défis qui se posent aux agriculteurs et aux agriculteurs de nos pays respectifs. J'ai une vue panoramique du SILS, que c'est un comité qui œuvre pour le recul de la sécheresse. À part ça, bon, les instances qui œuvrent pour le recul de la sécheresse, bon, je n'en sais pas trop. Moi, je pense que la solution qu'il faut avoir contre la sécheresse au Sahel, c'est de reboiser, c'est de mettre beaucoup d'arbres. Je sais que il faut amener de l'eau. Il faut faire peut-être passer le fleuve Niger ou les fleuves qui aient des débouchés sur les dunes de sable. Et reboiser et faire aussi la fixation des dunes. Le SILS, bon, j'entends parler, mais je ne connais pas exactement la signification du sigle, quoi. Le SILS avait développé un projet au niveau des écoles. C'était pour inciter les enfants à aimer les arbres, à les protéger et à planter les arbres. Là également, c'était intéressant, puisque la jeune génération prenant conscience quand même de l'utilité des arbres dans le Sahel, était une très bonne chose. Bon, le SILS, bon, franchement, ça fait vieux. Je ne vois pas très bien, mais seulement je sais que c'est le comité qui s'occupe de la sécheresse au niveau du Sahel. Donc, parmi ces différentes actions, il y a la lutte, la construction de la grande muraille verte. Il y a aussi, le SILS aussi s'implique dans la lutte contre le changement climatique. Ça, c'est un fait qui est vraiment marquant, qui marque notre agriculture aujourd'hui. Monsieur Traoré, le Sahel se désertifie et se déboise beaucoup plus qu'il ne reverdit. Les populations sahéliennes sont au moins aussi pauvres et affamées qu'au moment où le SILS était créé. Dites-nous donc à quoi a servi le SILS depuis 40 ans qu'il existe. Okay. Je vous remercie, Monsieur Marico. C'est vrai, avec le sketch qui est passé, les gens ont une idée plus ou moins vague, n'est-ce pas, du SILS. Comme le sigle même contient pratiquement le mandat, Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Donc c'est assez clair. Hein? Et cette institution a été créée en 1973, vous l'avez rappelé, par les chefs d'État, justement, consécutivement à la grande sécheresse de 1973. Et à la création, je peux dire à l'époque, c'était l'aide d'urgence.
parce que c'était très grave. La population mourait, les animaux mouraient. Donc, c'est la communauté internationale qui est venue en rescousse. Effectivement, il fallait gérer l'aide en ce moment-là, en 73. Et en 83, 84, il y a eu le même phénomène. Donc, on s'est vite rendu compte que ce n'est pas des phénomènes conjoncturels, que c'est plutôt structurel. Donc, une institution comme le SILS, ça c'est déjà quelque chose. Quand vous voyez comité permanent, le P n'apparaît pas, mais c'est comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Donc, il fallait faire avec. Donc, à cette création, je peux dire, aujourd'hui, le SILS a 40 ans, c'est vrai. Mais les 40 ans, on peut les découper en 4 principales phases. À la création, c'était beaucoup plus pour gérer l'aide d'urgence, comme je viens de dire. Et 5 ans, dans les 10 ans après, il y a une deuxième phase, c'était les programmes de première génération. C'est quoi? C'était expliqué. Les programmes de première génération, il y a eu beaucoup de programmes, parce que dans la lutte contre la sécheresse et la désertification, et il fallait brasser beaucoup de choses. L'eau était une problématique, c'est surtout autour de l'eau, n'est-ce pas? Le climat. Et c'est ça en fait, parce que quand il y a un manque d'eau, il y a tout. Donc en ce moment, il y a eu des programmes, des grands programmes, le programme solaire par exemple, énergie solaire, le programme gaz, pour éviter et réduire un peu la désertification. Il y a eu beaucoup de programmes qui ont été mis en place, élaborés et mis en place. Parce que dans la présentation même du SILS, il y a 3 sites. Ouagadougou est le siège politique. Il y a eu 2 institutions spécialisées qui ont été créées. La première institution, c'est à Niamey, le centre régional Agrimet, agro-socio, hydrologie et météorologie. Et à l'Institut du Sahel, la recherche agricole. Nous allons y revenir, M. Traoré, mais pour que justement les téléspectateurs puissent comprendre l'ensemble de la problématique, est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient au départ les missions qui ont été confiées au SILS et la manière dont ces missions ont évolué au fil du temps et au fil des problèmes qui se sont posés, puisque j'imagine qu'il y a eu une évolution même en termes de problèmes. Est-ce que vous pouvez cadrer un peu les missions du SILS pour que les téléspectateurs puissent comprendre un peu? Oui, tout à fait. Le mandat reste toujours le même, depuis la création. N'est-ce pas? Le mandat, c'est la recherche de la sécurité alimentaire, la lutte contre les effets de la sécheresse et la désertification, pour un équilibre écologique. Ce mandat, il est resté depuis la création. Mais, comme j'ai dit, je pouvais découper en 4 phases. La problématique a changé et les approches, les stratégies ont changé. Donc, à partir de la première phase où je disais c'était pour gérer l'aide d'urgence, la deuxième phase, c'était de concevoir de grands programmes pour vraiment s'attaquer à la problématique. Ces programmes ont abouti à quoi? Bon, ces programmes, effectivement, quand ils ont été évalués à 10 ans, on a vu quand même qu'il y avait un problème de coordination qui se posait. Il ne fallait pas rester là, parce que c'était des programmes pratiquement indépendants, chacun cloisonné. Et l'effet recherché n'a pas été aussi ça. Il fallait restructurer. Vous dites qu'il n'y a pas de coordination, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de coordination entre les États ou il n'y avait pas de la coordination à l'intérieur même du SILS? Au niveau du SILS. Okay. Parce que c'était des grands programmes, c'est vrai, mis dans les pays, mais il y avait la coordination au niveau du SILS. Et cette coordination n'était pas efficace. Et en ce moment, on est passé à la deuxième phase des programmes, on a mis des programmes majeurs. C'est-à-dire, ça a été recentré. Il y a autour de 6 programmes majeurs, au lieu d'une plusieurs dizaines de programmes. On a fait seulement 6 programmes majeurs où les thématiques étaient adressées. Le programme majeur politique, il y avait 2 programmes majeurs politiques à Ouagadougou. Le programme majeur sécurité alimentaire, le programme majeur politique sécurité alimentaire, et le programme majeur gestion des ressources naturelles. Ça, c'était à Ouagadougou. Et au centre régional Agrimet, il y avait 2 programmes majeurs. Le programme majeur information et le programme majeur formation. Parce que l'information est capitale. Oui, la preuve, c'est que beaucoup de téléspectateurs ne savent même pas ce que c'est que le SILS. Le SILS. Et l'information est capitale, autant aussi la formation des hommes est capitale. Et ces 2 programmes majeurs étaient basés à Niamey.
Et au niveau de l'Institut du Sahel, il y avait effectivement deux programmes majeurs de recherche. Recherche socio-économie, recherche agro-socio-économie et recherche en population et développement. Donc, toute la thématique là, tous les grands programmes avant là ont été recentrés dans ces 6 programmes majeurs. On va y revenir, M. Traoré. Je vais me retourner vers M. Keita, mais en tant que simplement que citoyen du Sahel. Que savez-vous du SILS en tant que citoyen du Sahel? Oui, c'est vrai. J'ai appris comme un nombre d'élèves de ma génération, toutes les organisations sous-régionales à l'école, et je suis surpris qu'aujourd'hui, avec la nouvelle génération, que les gens n'arrivent même pas à décliner le cycle du SILS. Cela dit, quand on voit toutes les activités que le SILS a menées, et principalement, je me réfère à ce que je sais du SILS à Bamako, ici au niveau de l'Institut du Sahel, très peu de gens savent en réalité que à travers le CERPOD, ils ont eu à produire pas mal de documentation dont les étudiants ont besoin, qui pouvaient en réalité servir le cadre politique à documenter certaines orientations ou certaines politiques publiques. Oui, et malheureusement, oui, M. Keita, la production de la documentation, on est loin de la lutte pour la sécurité alimentaire. Oui, quand on parle en réalité de lutte contre la sécurité alimentaire, il faudrait d'abord connaître l'état de la situation. Du moment où cela n'est pas documenté, cela n'est pas su, quelles que soient les stratégies que vous allez enclencher, en réalité vous allez jeter de l'argent. Oui, mais voilà. De toutes les façons, depuis 40 ans, comme je le disais de manière un peu provocatrice, depuis 40 ans, le Sahel ne cesse de se désertifier, il ne cesse d'être déboisé, les populations ne cessent d'être plus pauvres, plus affamées. Donc, on est en droit de se poser la question, là, de savoir quelle est la pertinence du SILS, de sa pratique. Oui, je me dis, quand on crée une organisation sous-régionale de l'envergure du SILS, si les cadres politiques qui ont eu à le créer ne savent pas en réalité d'utiliser les ressources mises à niveau par les chercheurs du SILS, difficilement en réalité l'organisation pourrait marcher et difficilement les gens pourront avoir en réalité une idée réelle de ce qui se passe dans les différents pays. Très bien, mais M. Traoré, il est dit que le budget du SILS est composé à 95% de la contribution des partenaires et à 5% de la contribution des États membres. Ouais. C'est très grave. Non, mais ça c'était voulu en fait. Expliquez-nous avec les partenaires, ça c'était voulu. Parce que c'est vrai, la contribution des États membres était vraiment réduite à ce niveau-là, comme vous dites, mais les partenaires étaient d'accord avec. Expliquez-nous parce que c'était, comme je l'ai dit, le fait de concentrer autour des 6 programmes majeurs, c'était vraiment des interventions pour aider les pays. Et le SILS intervenait dans 5 pôles de services. Et ces 5 pôles de services, il y avait d'abord l'appui aux politiques. Par exemple, il faut une politique, les politiques agricoles, il faut les appuyer, il faut les élaborer, il faut les mettre sur place. Donc, il y avait un volet appui aux politiques, il y avait le volet information, parce que sans l'information, ça ne passe pas. Donner l'information à tous les niveaux, que ce soit des décideurs, que ce soit des gestionnaires de programmes, que ce soit aussi l'homme comme ça, comme on a vu, l'homme public, il faut l'informer. Donc, ce pôle information est capital. Et c'est même dans ce pôle information, quand vous dites que l'homme sahélien, il y a toujours la désertification, mais je crois que ça, c'est un peu exagéré. Mais ça a évolué. Parce que quand vous voyez maintenant, depuis la création du SILS, la grande sécheresse de 73, à maintenant, il n'y a pas eu de crise qui a surpris, n'est-ce pas, la sous-région. Il n'y a pas eu de crise qui ait surpris la sous-région, mais il n'empêche qu'au Sahel, sécheresse rime toujours avec famine. Oui, c'est parce que ça, on pensait que c'était, n'est-ce pas, conjoncturel, comme je le dis. En ce moment, c'est des effets à long terme. C'est à long terme qu'il faut agir. Et si on doit former une masse capitale, en tout cas, de ressources humaines, c'est fondamental. C'est parce que c'est les hommes qui peuvent changer. C'est les hommes qui sont les consommateurs, c'est les hommes qui sont les producteurs, c'est les hommes aussi qui consomment l'information. Et ce sont les hommes, en particulier au Sahel, ce sont les populations, en raison de leur extrême pauvreté, qui sont les principales forces prédatrices de notre environnement aussi. Alors, que faites-vous face à cela? Puisque il semble qu'à peu près 80% des populations sahéliennes vivent sur l'environnement naturel. Oui, l'environnement, c'est ça. C'est pourquoi on a vu dans le sketch tout de suite quelqu'un qui a indexé la formation, n'est-ce pas, environnementale à l'école, le PFIE. Le programme de formation environnementale. Ça, c'est depuis l'école de base. On a formé une masse critique
dans les écoles du CILS pour ça. Ça, c'est peut être un élève qui va à l'école, qui est formé à ça, qui devient adulte, il va faire attention à l'environnement, il va être plus respectueux de l'environnement, n'est-ce pas? Et pour lutter contre cette désertification. Est-ce que les questions environnementales sont enseignées à l'école? Ah oui, tout à fait. On a commencé, c'était un grand projet, le PFIE était un grand projet. Hein? Non seulement, bon, on l'a initié partout dans les pays, jusqu'à ce qu'on dise, ah, maintenant ça suffit, il faudrait que chaque pays prenne en compte, n'est-ce pas, ça, dans son système. Monsieur Traoré, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les pays qui sont à jour de leur contribution au budget du CILS? J'aurais pu poser la question inversement, mais pour ne pas vous poser de problème, je la pose de cette manière-ci. Oui, d'accord, ok. Vous savez, ça c'est les contributions des États. C'est vrai que tous les États ne payent pas régulièrement. Hein, il y a des États qui ont, n'est-ce pas, des arriérés importants. Donc ils ne prennent pas ça au sérieux? Non, je ne dirais pas ça. Non, oui, c'est moi qui le dis. Non, je ne dirais pas ça. Mais il faut que chacun est conscient quand même de l'utilité et de la pertinence, n'est-ce pas, du mandat du CILS. Et avant tout, c'est une organisation de solidarité. C'est vrai qu'il y a des problèmes, mais maintenant, ces problèmes sont en train de s'atténuer. Et les pays qui sont à jour régulièrement, on pourrait citer au moins 6, hein, qui sont à jour régulièrement. Les autres, bon, c'est des problèmes conjoncturels qui se posent, soit des conflits et autres qui empêchent de payer ces cotisations. Certains de vos partenaires manifestent de plus en plus de lassitude. Lassitude, non, parce que en fait... C'est un mot qu'ils ont employé, c'est eux qui ont employé le mot. Oui, mais on a redressé ces choses-là, je crois. Vraiment, au moment où ça se posait, là, il y a eu une réunion entre CILS et PTF, où vraiment on a analysé le problème, on a posé le problème sur le cadre sur table, et je crois que c'est plus ça. Parce qu'on va ensemble avec les partenaires. Mais il faut voir quand même que cette année, au Tchad, c'était le carrefour quand même des chefs d'État. Il y avait le problème de la Centrafrique, il y avait le problème vraiment de Saint-Saëns, il y avait le sommet, il y avait combien de sommets qui devaient se passer? Oui, mais c'est parce que c'était pas important. Si c'était important, ça se serait passé. Non, c'est pas que c'est pas. Surtout le président Déby s'est tellement mis pour le CILS. C'est pas que c'est pas important. C'est un problème de calendrier. On arrive à la fin de la première partie de notre émission. Je voudrais juste poser une dernière question. Ouais. Comment rend-on compatible la croissance démographique qui est très importante au Sahel, l'urbanisation et la préservation de l'environnement naturel dans un espace aussi pauvre comme le CILS? Comment rend-on tout ça compatible? Non, ça, c'est pourquoi je dis, depuis la création du CILS, les problèmes démographiques étaient une préoccupation. Les problèmes démographiques étaient une préoccupation, surtout la croissance rapide. L'urbanisation, comme vous l'avez su bien dit. Parce que beaucoup de gens qu'on discute, on dit, oui, le CILS est dépeuplé, la population ne fait que ça. C'est pas un problème de nombre. C'est un problème non seulement de rythme d'accroissement, mais un problème de répartition par âge de la population. Quand vous voyez les moins de 15 ans, qui représentent presque 50% de la population, disons 47-48% de la population, ajoutez à ces 48% les vieux, c'est-à-dire les 65 ans et plus, ça fait la population à charge. Et généralement, ça dépasse 50% dans chacun des pays du CILS. Avec ça, on ne pourra pas parler, n'est-ce pas, de pouvoir d'achat. On ne pourrait pas parler d'activité en tant que telle. Les gens vraiment, les populations actives qui produisent, c'est très difficile. Et je crois qu'au niveau du CILS, il faudrait qu'on voit, quel que soit l'effort qu'on va mettre dans l'augmentation de la production, la productivité, si on ne tient pas compte, n'est-ce pas, de cette structure défavorable de la population au développement, ça serait très difficile. Et effectivement, on peut le faire, hein. On peut le faire, et je l'ai toujours dit, en ce moment, il faut avoir un œil sur la croissance démographique, essayer d'atténuer cette croissance démographique, évidemment en passant par deux choses. C'est la fécondité et la mortalité. Maintenant, tout le monde sait que la mortalité est en train de baisser. C'est la fécondité qui reste à un niveau élevé, et c'est cette variable-là qu'il faut agir. Monsieur Traoré, vous renvoyez cette responsabilité aux États et aux gouvernances nationales, je suppose. Oui, c'est au niveau politique. Très bien. Monsieur Keita,
Dernière question. Nous avons tous entendu parler de la Grande Muraille Verte. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un nouveau fantasme? La muraille verte, en réalité, c'est un concept. D'abord, il ne faut pas l'imaginer tout un mur déforé qu'on va mettre en place. Mais il existe des bassins sédimentaires qui sont là, autour desquels on peut régénérer des forêts ou des systèmes qui font en sorte en réalité que l'érosion et que l'avancée du désert en réalité soit contenue. Oui, vous avez dit où on peut. On peut. Quand on peut, demain s'il y a la volonté, on le fera-t-on? Ah, voilà, très bien. Vous venez. C'est une question de volonté. Très voilà. bien. Et c'est le concept de la muraille verte, c'est une volonté politique. Vous pensez que la volonté existe? Il faut la faire, il faut la faire. Non, ma question c'est est-ce qu'elle existe là? Maintenant, si elle n'existe pas, il faut la faire. Il faut la faire, il faut l'inciter. Très bien, voilà. Je vous remercie. Nous allons passer au deuxième sujet de notre émission. Le mercredi 6 mars 2013, M. Dioncounda Traoré, président par intérim du Mali, a signé un décret portant création, organisation et modalités de fonctionnement de la commission Dialogue et Réconciliation. Puis M. Mohamed Salia Sokona a été nommé président de la dite commission. Cette commission a pour mission de rechercher par le dialogue la réconciliation entre toutes les communautés maliennes. Les commissions réconciliation sont devenues une espèce de gadget à la mode depuis la première qui fut créée en Afrique du Sud dans les conditions que vous savez. Nous allons débattre de la question malienne, mais avant d'en savoir plus, je vous invite à suivre le micro-trottoir. La réconciliation que nous, en tant que voisins, nous voyons, c'est tout simplement une discussion autour d'une table. Parce que la guerre, on ne sait pas ce qui la cause, mais toute réconciliation ne peut se faire qu'autour d'une table. Donc il faut que les peuples se tolèrent d'abord. Il faut que ceux qui ont pris les armes acceptent de débattre. En concernant la réconciliation au Mali, le problème du Nord, c'est quelque chose de... En réalité, c'est très difficile. Par exemple, quelqu'un qui a pris une arme contre toi, c'est pas facile de réconcilier avec cette personne. Moi, je sais de quoi je parle parce que je suis du Nord. La réconciliation elle est possible tant que les hommes arrivent à s'asseoir et à s'entendre. Puisque le seul dialogue que nous avons tous en commun, c'est la langue. Si on peut parler la même langue, il peut y avoir réconciliation. Ce qui n'est pas négociable, c'est l'intégrité territoriale du Mali. Mali, c'est toujours un et indivisible. Ça, on est d'accord sur ce principe. Mais comprenez qu'il y a plusieurs accords qui ont échoué, c'est-à-dire les accords passés, c'est-à-dire la démilitarisation du Nord. S'il y a de la volonté de part et d'autre, il y a possibilité de réconciliation parce que le Mali, c'est un seul peuple. C'est comme le Sénégal, en fait. Voilà, c'est la diversité dans la cohésion. Si toutefois il n'y a pas de réconciliation au Mali, ça veut dire que rien ne peut être fait a priori. Donc la réconciliation s'impose aux Maliens. Si en tout cas ils veulent partir, s'ils veulent parler d'une même voix pour construire leur pays. Que chacun pense d'abord à l'intérêt du Mali et qu'on laisse tomber d'abord nos propres intérêts, mais que l'intérêt du Mali prime d'abord au départ. Parce qu'avec un pays qui est déjà au sol, je pense que chaque Malien, chaque Malienne devrait d'abord penser à la nécessité de pouvoir élever l'économie du pays. Pour ce qui se passe au Mali, franchement, c'est une situation que nous déplorons tous. Mais il faut se dire, il faut être toujours optimiste. La réconciliation est possible. Mais selon moi, je pense que la seule condition, c'est de carrément éradiquer presque tous les groupes islamiques qui sévissent présentement au Mali. Et en plus de ça, on pourra parler de réconciliation. Ce qui concerne en tout bref la négociation, c'est possible avec les gens qui veulent se désarmer, qui est le MLA. Il faut que la France soit au courant du flot, les MLA là, qu'ils veulent faire un parti politique au Mali, ça ne marche pas. Oui, c'est possible, pour moi c'est possible. Si
je ne sais pas, les citoyens du Nord et du Sud se donnent la main, c'est possible. Il ne faut pas qu'on fasse de différence entre le peuple du Nord ou du Sud. Le Mali, je pense que c'est juste un seul territoire, ça ne doit pas être divisé. Monsieur Keita, comment réconcilie-t-on une femme violée avec ses tourmenteurs? Comment réconcilie-t-on un orphelin avec les assassins de son père? Comment réconcilie-t-on une veuve avec ceux qui ont tué son mari? Qui doit-on réconcilier au Mali? Vous me posez comme cela la question, je dirais que je ne pourrais pas vous répondre parce que je ne suis pas psychologue. En tant que socio-anthropologue, quand on parle de réconciliation, c'est la réconciliation advient dans une situation post-conflit. Par rapport à la situation du Mali, c'est vrai, il y a eu des cas de viol. C'est vrai, il y a eu des cas d'habitation. C'est vrai, il y a eu des cas en réalité de torture. C'est vrai, il y a eu des destructions de biens. Aujourd'hui, comment faire en réalité pour que nous puissions nous réconcilier? C'est là où j'ai trouvé, les gens utilisent la réconciliation, pour moi c'est un mot un peu assez vieilli par rapport au contexte pour illustrer le cas malien. Et je pense bien il y a une organisation, le collectif des ressortissants du Nord, qui ont trouvé le mot juste à mon avis. Et ils appellent cela en réalité le vivre ensemble. C'est-à-dire? Le vivre ensemble voudrait renvoyer à plusieurs objectifs immédiats de reconstruction et de consolidation des liens sociaux. Comment arriver à reconstruire et consolider les liens sociaux? Au niveau du Coran, ils arrivent à le décliner à 4 niveaux, qui me semblent assez importants. Et que les nouveaux membres, les différents commissaires du comité dialogue et réconciliation doivent, à mon avis, prendre assez d'éléments d'information à ce niveau. Au niveau du Coran, ils disent, pour que les Maliens en réalité puissent vivre ensemble, il faut créer les conditions nécessaires suffisantes pour préparer le retour des personnes déplacées et le retour des réfugiés et les mettre en confiance. Parce que ce que beaucoup plus de gens oublient, il y a un nombre de gens qui sont réfugiés, qui sont déplacés, ils ne sont pas partis en réalité du fait parce qu'on est venu occuper la ville. Parce que les occupants avaient des contentieux à régler avec eux. Premier fait. Deuxième fait, ils disent, pour qu'il y ait le vivre ensemble, nous devons faire en sorte, ceux qui sont déplacés et ceux qui sont réfugiés, qu'ils aient en réalité une certaine autonomie à leur retour de se fixer là où ils veulent. Parce que le nombre de gens sont partis, ils vivaient dans des fractions, dans des campements dont les autorités d'antan ont refusé la création de nouvelles fractions. On a voulu en réalité les maintenir sous domination. Troisième niveau. Déjà, la population résidente a connu les affres de la domination, a connu les limites de leurs droits, a connu en réalité les affres des devoirs imposés. Et cette population résidente est aujourd'hui assez jalouse en réalité du droit qu'elle a perdu, du droit qu'elle vient de découvrir. Et quatrième point important à ce niveau, c'est quelle administration? Une administration nouvelle. Ce n'est pas ceux qui ont eu à fuir, mais davantage d'autres personnes assez imprégnées de la logique étatique et qui seront censées de respecter les droits humains des populations des régions du Nord. Très bien, M. Keita. Vous avez employé le concept du vivre ensemble. Oui. Mais le vivre ensemble, nous savons que c'est un concept qui nous est venu de France et qui, en réalité, concernait beaucoup plus l'intégration des immigrés en France que la situation qui se passe dans le nord du Mali. Mais ce n'est pas ça le grand problème. Le problème, c'est que vous nous dites, voilà les conditions pour que le vivre ensemble puisse être fait. Nulle part, je ne vous ai entendu parler de justice. Nulle part, je ne vous ai entendu parler de vérité. Est-il possible que ce vivre ensemble que vous évoquez puisse prospérer sans justice et sans vérité? À ce niveau, quand on décline en réalité ces différents niveaux, le Coran va loin. Le Coran demande à ce qu'il y ait
en réalité, non, mais pas d'impunité. Non, mais nous ne discutons pas du Coran là. Oui, je comprends. Parce que on discute pas du j'ai Coran. eu à beaucoup travailler sur ces questions-là dans le cadre du Coran. Très bien, mais sortons du Coran. Du moment où nous avons eu à travailler en groupe, je ne peux pas en réalité m'approprier en réalité de ces idées-là. C'est vrai, il y a l'historique du vivre ensemble qui est là, qui renvoie à la France. Mais la situation actuelle en réalité rappelle davantage en réalité qu'on puisse recourir à ces vivre ensemble-là. Parce que ces vivre ensemble, ce n'est pas essentiellement entre les populations du Nord seulement, mais c'est entre les populations de ce que nous appelons du Nord et la population c'est ce que nous appelons le Coran. C'est pour ça qu'il faut que nous sortions du Coran. Voilà. Donc, à ce temps. Je vais me référer un peu à M. Traoré et puis on reviendra. M. Traoré, comment gère-t-on les haines populaires? Oui, c'est une question vraiment difficile. Mais je crois que quand il y a quand même un problème de ce genre, ce que le Mali a connu comme problème, chacun est conscient qu'il faut trouver une solution. Et la solution ne va pas tomber comme ça du ciel. Il faudrait que les Maliens s'entendent. Oui, mais comment? Oui, le comment là, c'est déjà commencé, je peux dire, par la création de ce comité de réconciliation. Le comité est créé. Comme on dit, le comité est créé. Le triumvirat qui le dirige a été désigné. Voilà. Les membres vont être nommés. Oui. Ont été nommés. Oui. Voilà. Donc, et je crois que ça, c'est déjà une étape. Et c'est une étape fondamentale. C'est sûr qu'ils ont du pain sur la planche. Ils doivent régler, mais avec le concours de chacun de nous. Et ça, j'ai bien apprécié ce que M. Keita a dit, le vivre ensemble, là. Il faut mettre l'accent là-dessus. C'est vrai qu'il y a eu des événements malheureux. Vraiment, on ne peut même pas les... Mais il faudrait trouver une solution. Le Mali, comme on dit, le Mali est capital. Si chacun met vraiment le Mali au-dessus de tout, on doit arriver à cette réconciliation. Je reviens à une question que j'ai posée à M. Keita, à laquelle il n'a pas répondu. Est-ce qu'il est possible d'aboutir à ce résultat-là sans justice? Il n'y a pas de vivre ensemble sans en réalité se parler, les yeux dans les yeux, dans la vérité, et ceux qui ont eu à fauter, qui payent. Très bien, mais on n'en parle pas, c'est ça. C'est pour ça que j'évoque moi cette question-là. Voilà. En réalité, on n'en parle pas. Oui, du moment où le gouvernement était très clair, le gouvernement a déjà lancé depuis, avant même la mise en place de cette commission, des mandats d'arrêt internationaux. Et en même temps, récemment, certains ont été pris. Et je pense bien qu'ils seront très tôt traduits devant les tribunaux. Pour cette situation, parce que c'est une situation en réalité qui est revenue dans ces pays de façon récurrente. Arrivé à un certain niveau, il faudrait que les gens se disent clairement, trop c'est trop. Il est temps en réalité de trancher au vif du sujet. Pour cela, ceux qui ont eu à poser des actes délictueux contre leur État doivent les payer. Et c'est là aussi, nous devons aussi d'interroger à nouveau, frère, ce que c'est que la citoyenneté. Parce que depuis le début du XXe siècle, on s'est rendu compte que les corps d'État en constitution dans les différents pays n'arrivent plus en réalité à désigner un ennemi commun auquel tout le monde doit converger pour combattre. Donc l'idée du bien commun a commencé en réalité à s'évanouir. Comment faire en sorte pour que les gens puissent arriver à se dire nous avons quelque chose en commun. Nous devons préserver cette chose. Le plus petit commun dénominateur, c'est lequel? Aujourd'hui, le plus commun dénominateur, c'est le drapeau national, c'est le territoire de la République. C'est le territoire de la République. Nous sommes différents, nous sommes divers. Mais notre richesse en réalité, l'armée malienne n'est pas à Kidal. La question aujourd'hui, ce n'est pas que l'armée malienne soit à Kidal ou pas. L'agenda de cette guerre, on n'était pas préparé pour cette guerre. Et ni sur le plan de la logistique, cela n'a pas suivi. Sur le plan en réalité de la formation psychologique, cela n'a pas suivi. Donc en réalité, nous avons suivi les troupes françaises dans cette guerre. Or, quand on suit État militaire, avec des territoires aussi larges, libérés, on doit les circonscrire et de les sécuriser. On va revenir là-dessus, M. Keita. M. Traoré, est-ce que dans le processus de réconciliation, vous ne pensez pas qu'il faudrait aussi penser à réconcilier la classe politique et le peuple? Oui, je crois que les politiciens sont conscients de ça. Parce que vraiment, quand on dit politique, oui, le politicien, il faut... Bon, cette connotation négative là, que la population a, il faudrait que ça soit... Mais est-ce que c'est légitime que la population ait cette connotation négative comme vous dites? Ça dépend vraiment des effets qui sont... C'est-à-dire les résultats. Ça fait combien d'années maintenant? On dit, bon, ça fait 20 ans, on est à ce point, on a fait du saupoudrage. Je crois que si le politicien est conscient de ça, il peut vraiment se faire, je dirais, une idée
pour corriger cela. Et ça, c'est fondamental. Ok. Ça, c'est fondamental. Et je crois que c'est possible. Parce que la politique aussi, c'est ça. Hein. Il y a des problèmes, on identifie les problèmes, on trouve la solution aux problèmes. Très bien, ça c'est les politiques et le peuple. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a lieu de réconcilier l'armée et la nation aussi? Monsieur Keita, je m'adresse à vous. À mon avis, en réalité, l'armée, toute armée reflète en réalité sa population, de même qu'en réalité tout corps politique. Oui, sauf qu'elle doit la protéger, elle doit protéger l'intégrité territoriale, elle doit s'assurer que les populations ne puissent pas être victimes d'agressions ni internes ni externes. Attendez, il faudra que quelque chose soit clair. Ceux qui sont de l'armée, ils viennent du corps social. Ceux qui font de la politique, ils viennent du corps social. Oui, donc, et alors Marx a bien dit, l'être social détermine la conscience sociale. Tant que chaque Malien, après cette crise, ne se donne pas le temps nécessaire de réfléchir et de se remettre en question, pour dire, par exemple, je me dis aujourd'hui, toute la journée, qu'est-ce que j'ai eu à faire de mieux pour ce pays? Cette petite question, il faudrait que cette petite question puisse tarauder chacun d'entre nous. Et en même temps, qu'on arrête en réalité de célébrer les contre-valeurs. Le mérite n'est plus célébré. C'est-à-dire les contre-valeurs, ce sont les médiocres. Oui, soyez plus explicite. Je ne voudrais pas en réalité personnaliser le débat ou autre chose. Nous le savons tous. Quel est ce président de la République à qui on a consacré 3 heures de temps à la télévision nationale? Mais on a fait pour un Malien, un richissime Malien. Mais il n'a jamais dit à aucun des Maliens comment il a gagné ses sous. On a célébré ses contre-valeurs. Les gens qui ne travaillent pas, or ceux qui travaillent, on n'a jamais consacré en réalité 30 minutes à un professeur comme Ogobara Dumbouk, par exemple, par rapport à ses différentes recherches. Comment refonde-t-on moralement un État? Oui, la refondation de l'État, c'est un peu ça. Parce que moi, je crois qu'il y a quelque chose qu'on a laissé tomber qu'il faut reprendre. La formation civique. La formation civique des enfants. Ça, c'est capital. Le bien public, l'intérêt du bien public, il est sacré. Je crois qu'il faut revenir à ça. Ces valeurs tant qu'on a délaissées là, en revenant à ça, je pense qu'on va refonder la société. Alors, on va revenir au texte dont nous parlions tout à l'heure, qui dispose que la Commission devra recenser les forces politiques et sociales concernées par le processus de dialogue et de réconciliation et identifier les groupes armés éligibles au dialogue. Ça veut dire quoi clairement pour le citoyen lambda? Parce que c'est du jargon là. Ça veut dire quoi exactement ça? Ça veut dire, en réalité, à mon avis, c'est pas du jargon. Il ne faudra pas faire des fixations sur les différents mouvements qui, à un moment, en réalité, faisaient leur loi dans la région nord. Cela voudrait dire que la Commission est disposée à discuter avec tout groupement ou responsable de groupement se considérant comme malien, mais qui a eu à décider de déposer les armes. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Fondamentalement, c'est ce que ça veut dire. En cela, j'entends en Sardine, j'entends Mia, j'entends Emenela. J'entends Moujao, parce que les Maliens faisaient partie du Moujao. Alors, donc, vous avez dit quelque chose de très intéressant. Ça signifie donc que le cas Emenela va être traité à l'intérieur et par cette commission. Il ne s'agit pas du cas Emenela, du cas de tout groupement. Tout à fait, mais comme vous avez... Y compris les Emenela. Voilà, exactement. Y compris les Emenela. Okay. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a un déplacement institutionnel, entre guillemets, du traitement de la question du MNLA, puisqu'on sait que c'est le président Blaise Compaoré, mandaté par la CEDEAO, qui était en réalité le médiateur et qui s'occupait un peu de cette question. Oui, parce que quand le MNLA commençait son mouvement, ses objectifs, c'était tout autre chose. Le rôle du médiateur, c'était en réalité d'amener les objectifs du MNLA dans une proportion congrue afin que cette proportion congrue puisse être discutée par les autorités du Mali. C'était cela l'objectif au départ. Or, aujourd'hui, par rapport à la posture actuelle du MNLA, le MNLA n'a pas d'autre choix que de discuter avec la Commission. Mais le MNLA va discuter de quoi? Ils voulaient l'indépendance, puis ils voulaient l'autonomie, puis ça va être quoi la base d'une discussion, d'une négociation de cette commission avec le MNLA? La base ça pourrait être quoi? Oui, il y a plusieurs pistes, mais fondamentalement, c'est davantage
la question du développement socio-économique des régions que nous appelons le nord du Mali. En réalité, ce ne sont pas des régions nord, ce sont des régions qui sont à l'est du Mali. Très bien. Est-ce que, M. Traoré, vous pensez que la religion peut aider à l'aboutissement heureux de ce dialogue et de cette réconciliation, bien que ce soit elle qui ait été prise comme alibi? C'est ça. Oui. En quoi la religion peut-elle contribuer au succès de cette entreprise? Je crois que la religion vue telle qu'on sait, la religion modérée, pas la religion que les groupes nous ont amenée, parce que nous, le Mali ne connaissait pas ces violences et autres. Et cette religion modérée, effectivement, quand on la comprend, elle peut beaucoup contribuer. Parce que c'est pour réconcilier les positions. Quand vous avez commencé, est-ce que vraiment quelqu'un qui a violé, quelqu'un qui a tué, bon, ça c'est entre deux, l'individu qui commet le crime et puis la victime. Et il n'y a pas un lieu aussi privilégié que la religion pour dire abandonnez, pardonnez et réconciliez-vous. Ça, je crois en ça. Mais pas l'extrémisme dans la religion. La même question. C'est vrai. Et les gens en réalité se trompent quand ils essaient en réalité d'interroger la religion par rapport à ce qui est devenu. C'est une forme de pratique de la religion, principalement de la religion musulmane, qui a amené cela. Mais au niveau de la religion chrétienne, c'est une forme en réalité de pratique de la religion musulmane teintée d'intolérance. Toutes les églises ont été cassées dans la région nord. Vous avez remarqué que j'ai dit la religion, je n'ai pas dit telle religion voilà. ou telle religion. Donc c'est une forme de pratique de la religion musulmane sous le couvert du djihadisme et du salafisme qui nous a amenés à ce niveau. Mais la religion peut aider en réalité à arrondir les angles. Par exemple, si vous êtes chrétien, le lundi après la messe, vous venez vous confesser devant le prêtre. Pourquoi ne pas créer autour des chefs religieux des espaces en réalité de dialogue? Les gens viennent, qu'ils disent en réalité ce qu'ils ont eu à faire. Vous voulez parler de la religion musulmane cette fois-ci? De la religion musulmane et de la religion chrétienne. En son temps, à Gao, à Kidal, à Menaka, à Aguelok, à Tessalit, j'ai été amené à poser cet acte. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est un acte irrépréhensible. Je le dis parce que je suis croyant. Je demande pardon aux croyants. Mais cela n'absorbe pas qu'en réalité, je dois régler mes comptes avec la justice. Très bien. Je vous pose la dernière question de cette partie. À quand la prochaine rébellion au Nord Mali? La prochaine rébellion au Nord Mali a déjà commencé. C'est la population en réalité qui vient de goûter à la liberté. Et c'est cette population qui ne va plus accepter l'administration malienne l'abuser davantage. Ce n'est plus les raquettes qui se faisaient à Gao, à Kidal, à Tombouctou qui vont continuer. C'est cette nouvelle rébellion qui vient de commencer. Et c'est cette rébellion en réalité de la citoyenneté. Merci M. Keita. M. Traoré? Oui. Donc ça, je crois que c'est un peu ça. Une fois qu'on règle un problème, je crois qu'on fera tout pour ne pas retomber dans les mêmes débats. Effectivement, on n'acceptera plus, n'est-ce pas, un événement venir comme ça, surprendre. Nous allons passer à la troisième partie de notre émission, les appels téléphoniques. Il me semble que nous avons une téléspectatrice en ligne. Allô? Allô, oui? Oui, madame, vous pouvez dire votre nom? C'est Assitan Diallo, je suis sociologue. Très bien, vous appelez d'où? J'appelle de Bamako. Vous êtes sur Africable Télévision, vous avez la parole. Bon, je voudrais dire que dans l'espace Sahel, tout n'est pas négatif. Et on est en période de crise, il est important de rappeler de temps en temps qu'il y a eu des progrès qui donnent espoir. Et parmi les progrès, il y a donc le désenclavement inter-État et qui profite beaucoup au Mali, qui est un pays continental pour l'accès au port. On a aussi l'énergie avec Manakali, BMS, et puis l'OMDS, et puis les terres irrigables qui sont maintenant même disponibles pour les pays voisins. L'accès aux marchés nationaux et régionaux ont été améliorés. Cependant, je voudrais dire qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont liés aux secteurs sociaux et les secteurs de production. Et ceci, ça peut se relier à notre
démographie, la démographie de toute la zone du Sahel, qui a une population très jeune, qui peut être à la fois un atout comme une bombe à retardement si on ne gère pas bien cette population très jeune. Il y a les conditions climatiques aussi qui sont chez nous, qui fait que quand on lit ça à la mauvaise gouvernance et au statut de la femme, on peut voir tout de suite pourquoi on a tous ces problèmes avec des indicateurs sociaux tels que la rétention des filles à l'école, la malnutrition, la mortalité infantile, etc. Merci madame. Nos invités vont réagir sur votre opinion concernant cette question du site. Alors je donne la parole à M. Traoré. Ce qu'elle dit est correct. Par exemple, la jeunesse de la population, c'est à cela qu'il faut s'attaquer, comme je l'ai dit au début. Une structure par âge où vous avez plus de 50% qui n'ont pas de pouvoir d'achat. Nous avons quelqu'un en ligne, me signale-t-on. M. Diallo qui appelle de Côte d'Ivoire. Vous êtes sur Africable Télévision, vous appelez d'Abidjan. Le développement du Sahel, là. Oui. Donc, la fondation même du développement d'un pays, c'est tout d'abord la paix et la démocratie. Bon, quand on regarde un peu, donc partout en Afrique aujourd'hui, donc quelques individus viennent entraver la voie du développement par le coup d'État, le truc, ou bien ils sont ensoiffés du pouvoir. Il faut que l'Afrique doit se réveiller, donc le Sahel doit se réveiller de quitter dans ça. Sinon, on ne peut pas comprendre qu'avec tous les richesses de l'Afrique, donc tout le temps on est dans la pauvreté. Donc vraiment on doit revoir, on doit sensibiliser tout le monde, y compris les dirigeants. Éviter la dictature et puis il y a côté militaire aussi, il ne faut pas qu'eux se mêlent dans la politique. Très bien, M. Diallo, nous vous remercions de votre contribution qui est très intéressante. Je vais me retourner vers nos deux invités pour leur demander de réagir très rapidement sur les propos de M. Diallo. M. Keita. Et ce que M. Diallo a dit, j'ai retenu fondamentalement deux choses. Il dit, difficilement, il peut y avoir du développement dans des contextes sans paix. Il peut y avoir des paix sans démocratie. Et en même temps, il a mis l'accent sur le fait que de plus en plus, dans nos sociétés, on remarque que l'agir collectif, agissons ensemble, n'existe plus. C'est beaucoup plus des individus qui existent. Nous devons de comprendre qui sont ces individus, que veulent-ils, d'où veulent-ils venir, d'où veulent-ils advenir. Tant que nous n'allons pas comprendre cela, difficilement nous allons pouvoir en réalité structurer des cadres collectifs pour l'agir ensemble. M. Traoré. Tout à fait, c'est la citoyenneté. Non, je réagis sur la question de M. Diallo. Madame Diallo. Non, M. Diallo. Quelle est la responsabilité des citoyens dans les dérives dont il parle et qui sont réelles? Mais c'est ce que j'ai dit. Ça, c'est la formation. N'est-ce pas? C'est la formation vraiment des citoyens. Que ce soit sur le plan politique, sur le plan moral, sur le plan civique. Cette formation-là, il la faut. Mais qui doit la faire? Mais il la faut, c'est nous qui devons. Non, mais qui doit la faire? Non, nous tous, c'est vague. Oui, les familles. Les familles d'abord. Ah oui, mais moi je crois que mais les familles sont empêtrées dans les problématiques du quotidien. Se nourrir même et nourrir ses familles est devenu un problème. Se déplacer, se soigner, c'est très compliqué. Et comment voulez-vous demander à ces familles-là, qui elles-mêmes ont des notions très vagues de la citoyenneté, d'inculquer les valeurs de la citoyenneté à leur projet? Monsieur Marico, je ne partage pas tout à fait votre avis. Je prends un exemple. Combien de jeunes en réalité, en chaque début d'année, se font écraser par des voitures, par des camions? Ce sont des enfants en réalité qui viennent des familles. Ce sont les parents qui ont eu à payer ces motos-là. Mais des jeunes en réalité sur ces motos qui n'ont plus de retenue sur la voie publique. C'est un problème d'éducation qui est posé. Très bien. Nous avons Madame Kadiatou Koulibaly qui appelle. Madame Koulibaly. Oui. Vous êtes, bonsoir d'abord, vous êtes sur Africa Télévision. Vous avez la parole. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Donc, par rapport à la réconciliation au Mali. Oui. Moi, j'ai l'impression que les médias internationaux ont présenté
notre situation comme si les populations du Nord et du Sud étaient en conflit, ce qui est loin d'être le cas. Il est vrai qu'il y a eu des groupuscules au Nord qui ont pris des armes contre le pays, malgré les efforts consentis pour les leaders de ces groupes. Il est vrai aussi que les régions du Nord ont besoin de beaucoup d'investissements pour se développer, mais la quasi-totalité des autres régions ont ces mêmes besoins. Donc, si réconciliation il doit y avoir, il faudrait que les choses soient expliquées clairement, sans langue de bois. C'est-à-dire, soyez plus précise, Madame Koulibaly. Oui, donc que l'on dise les causes profondes, ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Et ainsi, on va sur des bases saines. Mais tant qu'on essaie de camoufler un peu ce qui est la réalité, on va aller encore sur des bases de, comme on dit en bambara chez nous, de moussala qui ne marche pas. Il faut être... Merci Madame Koulibaly. Nous avons Monsieur Gueye qui appelle de Dakar. On va revenir. Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Monsieur Gueye. Oui. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Vous êtes sur Africable Télévision. Vous avez la parole. Alors, je voulais peut-être parler un peu sur la question du dialogue. Ok. Du dialogue pour parvenir à la réconciliation nationale. Allez-y. Je pense qu'effectivement, il faut arriver à établir un dialogue pour arriver à la réconciliation nationale. Parce que le problème du Mali aujourd'hui, je crois que c'est le problème de la construction de la nation malienne. La nation malienne est aujourd'hui disloquée, mise à mal par la rébellion Touareg et mise à mal également par le fondamentalisme musulman. Je pense qu'il faut arriver à ressouder tout ce qui a été disloqué à travers un dialogue national. Jusqu'ici, nos États ont voulu construire la nation à partir d'en haut. Je pense qu'il faut peut-être inverser. Il est temps d'inverser la tendance et essayer de la construire à partir d'en bas. Merci M. Gueye. Nos invités vont réagir à votre avis. Oui, et quand M. Gueye dit qu'il faut inverser la construction de la nation, il a parfaitement raison. Moi, je pense en réalité l'une des pistes, à mon avis, c'est d'abord la route Douanza-Tombouctou, Tombouctou-Kidal, Kidal-Tessalit, Kidal-Bourem, Bourem-Tombouctou, Bourem-Gao. En faisant cette route goudronnée au niveau de ces axes et en même temps Ansongo-Menaka jusqu'à la frontière et Menaka-Tidarmen, Tidarmen-Kidal. En faisant ces axes routiers, la distance qui sépare les régions qu'on appelle le nord du pays d'avec le reste du pays, cette distance fera en sorte en réalité nombre de problèmes seront résorbés par eux-mêmes. Par la fluidité. D'accord, il y a cette fluidité, c'est ça, c'est vrai, mais bon, cette réconciliation et le dialogue, comme il dit, comme vous dites que c'est très difficile, on sait que c'est difficile, mais je crois que c'est indispensable. Nous sommes malheureusement arrivés au terme de notre émission. Il me reste à remercier nos deux invités, M. Keita et M. Traoré. Merci. La semaine prochaine, nous discuterons du problème des biens mal acquis, d'une part, et de l'utilité des assemblées nationales africaines. Vous pourrez participer à l'émission en téléphonant au 00223 44 20 80 80, en envoyant vos SMS au 00223 74 22 59 73 et vos mails à votre avis @africabtelevision.com. À votre avis est rediffusé le samedi à 1h du matin, à 7h et à 13h GMT. Et vous pouvez revoir l'émission sur notre site africabtelevision.com à la rubrique à votre avis. Bonsoir mesdames et messieurs et à vendredi.